Bonjour à toutes et tous, c'est Eric Moreau, consultant spécialisé dans la protection des données à caractère personnel. Je vais vous parler aujourd'hui de comment protéger les données personnelles dans les cabinets médicaux et paramédicaux. Tout d'abord, un petit élément de présentation. J'ai 3 domaines d'intervention. Je suis spécialisé dans la continuité d'activité et la gestion de crise. Je suis également professionnel de la sécurité informatique. Et en dernier lieu, je suis DPO, donc délégué à la protection des données, certifié par l'AFNOR, qui est le sujet qui va nous occuper aujourd'hui, à savoir, entre autres, comment répondre à un contrôle de la CNIL. La protection des données dans les cabinets médicaux. Tout d'abord, à savoir qu'on va se baser sur un référentiel fourni par la CNIL. Le référentiel s'adresse à qui? Il s'adresse à tous les professionnels de santé qui exercent à titre libéral et naturellement à plusieurs au sein d'un cabinet. Les traitements concernés, c'est la gestion médicale et administrative au sein des cabinets médicaux, donc c'est l'ensemble des données à caractère personnel et pas uniquement les données médicales. Et également, on va parler au cours de cette capsule des éléments liés à la sous-traitance. Une petite précision avant de continuer, le référentiel n'a pas une valeur contraignante, mais si vous n'utilisez pas, ou si vous oui, le référentiel en tant que tel, si vous ne vous basez pas sur le référentiel, vous allez devoir justifier de la raison pour laquelle vous n'avez pas utilisé ce référentiel. Je ne saurais donc que vous conseiller de l'utiliser. Ce référentiel va servir à quoi? Il va servir à assurer la conformité des traitements mis en œuvre dans votre cabinet, et conforme à la réglementation sur la protection des données. Donc c'est le RGPD, c'est la loi de informatique et liberté modifiée qui inclut maintenant le RGPD. Deuxièmement, elle va donner des guides pour réaliser ce qu'on appelle les analyses d'impact. Les analyses d'impact, ce sont les analyses complémentaires, les études de risque approfondies, qui vont permettre de vérifier que les traitements à risque sont suffisamment sécures pour les personnes concernées. Ensuite, la démarche vise à vous faire appliquer des mesures de protection des données. Il faut savoir que les données de santé et les données que vous utilisez peuvent avoir, elles ont une forte valeur sur le marché du dark web. Le dark web, qui est l'internet caché, c'est l'endroit où on peut trouver des faux, des pistolets, de la drogue, ou ce que vous voulez. Ensuite, naturellement, le premier objectif, c'est de protéger les données relatives aux personnes physiques identifiées ou identifiables. Nous sommes ici sur des données de santé, donc des personnes fragiles, donc des personnes qui peuvent être victimes et qui peuvent souffrir d'une perte de données. Je vous donne quelques exemples qu'on a vus, c'est des fuites de données dans les cabinets médicaux et puis des personnes gravement malades qui se faisaient courtiser par des charlatans en tout genre qui voulaient leur vendre leur méthode miracle pour guérir, par exemple. Avant de continuer et d'approfondir sur ce référentiel de la CNIL, je voulais vous préciser les différents éléments nécessaires que vous allez devoir produire en cas de contrôle de la CNIL. On va avoir de la documentation, notamment le registre de traitement, c'est le registre dans lequel va figurer les différentes finalités de traitement, les différents traitements réalisés, et on va détailler les différents items qu'on va passer sur lesquels on va passer un peu de temps par la suite, pour montrer que le traitement est maîtrisé. Ensuite, on va chercher à regarder, on va produire les listes des analyses d'impact existantes et demandées. Il y a une liste d'analyses d'impact, je vous mettrai le lien en dessous de manière à ce que ce soit plus facile pour vous de les réaliser. Et enfin, on va encadrer par un document les transferts en dehors de l'Union européenne si ça existe. Normalement, ça ne doit pas trop vous concerner, néanmoins, il faut quand même que je vous en parle un petit peu. Ensuite, au niveau des éléments nécessaires à fournir, on va avoir l'information des personnes. Donc, il y aura des mentions d'informations à pouvoir fournir.
Si un des professionnels chez vous utilise le consentement, c'est assez rare hein, sur les domaines de santé, mais ça peut arriver, le recueil de consentement dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, il faut pouvoir le mettre en œuvre, il faut pouvoir prouver, il faut pouvoir montrer que ce recueil de consentement soit réalisé conformément à la réglementation. On va regarder ensuite les procédures mises en œuvre pour l'exercice des droits, les contrats avec les sous-traitants. Il faut aussi produire une procédure interne en cas de violation des données à caractère personnel et les preuves de consentement s'il y a un preuve de consentement. Je vais revenir un petit peu là sur les procédures internes en cas de violation de données. Il faut savoir que c'est dans les 72 heures après une violation de données qu'on doit informer la CNIL. 72 heures, c'est court, c'est 72 heures après avoir naturellement aperçu cette violation de données, mais 72 heures, c'est assez court. Donc il faut pouvoir se mettre en œuvre assez rapidement pour, déclarer à la CNIL, mais surtout pour pouvoir arrêter cette violation de données à caractère personnel. Le registre de traitement et la licéité du traitement, on va en fait regarder tous les différents thèmes qui seront abordés dans les registres de traitement et parler un peu de la licéité, de tout ce qui va permettre de rendre le traitement légal vis-à-vis du RGPD. Le référentiel nous donne comme finalité générale la prise en charge des patients. L'habitude de la CNIL est de donner des finalités générales et ensuite de les détailler en sous-finalités, qu'on va avoir gestion des rendez-vous, des dossiers commerciaux, la tenue des dossiers nécessaires au suivi du patient, les soins à distance, il y a beaucoup d'éléments sur les soins à distance et la télémédecine, la communication réalisée entre les professionnels et les structures qui participent à la prise en charge de la personne, la télétransmission des documents destinés notamment à l'assurance maladie, et la tenue de la comptabilité. Ça, ce sont les finalités de traitement reprises dans le référentiel. Vous pouvez être plus à l'aise en ajoutant quelques autres. Il faut également penser à mettre dans vos traitements de finalités les finalités qui sont liées à la gestion des ressources humaines, mais qui ne sont pas dans ce référentiel. Les données du référentiel, ça va être utilisé exclusivement dans l'intérêt direct du patient ou de la gestion du cabinet médical. Éventuellement, le référentiel considère comme étant acceptable de réutiliser les données pour assurer le suivi, mais dans le cadre exclusif du cabinet médical. Pour toute autre étude à des fins de recherche, notamment, il va falloir demander une autorisation de la CNIL ou il va falloir passer par d'autres process pour faire en sorte de rendre ce traitement légal. Chaque traitement en matière de RGPD doit avoir une base légale. Vous êtes obligé de pouvoir la justifier. Donc, sur les traitements que l'on a dans les cabinets médicaux, on va retrouver comme base légale l'obligation légale, c'est le cas de l'établissement et la transmission de documents à l'assurance maladie, la tenue du dossier et la prise en charge sanitaire, notamment par exemple le dossier des soins infirmiers. Il y a des obligations légales dans la tenue du dossier, donc vous pouvez continuer à utiliser ces bases-là pour justifier le traitement réalisé. Également, on va avoir les intérêts légitimes. L'intérêt légitime, c'est quand on estime que la structure elle a un intérêt pour elle-même à traiter des données à caractère personnel. Là, on va l'évoquer pour la prise de rendez-vous, la comptabilité et la télémédecine. Et le télésoin. Qu'est-ce qu'on met d'ailleurs derrière télémédecine? On met différentes choses. La téléconsultation, donc consultation à distance, comme ça s'est réalisé pendant la période de confinement. La téléexpertise où le professionnel va solliciter l'avis d'un ou plusieurs autres professionnels médicaux à distance. La télésurveillance qui est un secteur assez d'avenir puisque ça va être l'utilisation par un professionnel de données reçues, recueillies sur le lieu de vie du patient. Un exemple est assez simple, hein, c'est quand vous avez une aide en cas d'apnée du sommeil, une aide respiratoire en cas d'apnée du sommeil, de plus en plus, les données sont transférées au médecin traitant ou au spécialiste qui peut analyser l'apnée du sommeil. On a aussi la téléassistance qui permet à un professionnel médical d'assister à distance un autre professionnel lors d'un acte.
Là, on est, à la différence de la téléexpertise, là, on est sur deux professionnels de santé qui agissent en même temps au cours d'un acte. Et enfin, dans la télémédecine, on ajoute la régulation, qui sont l'activité des centres 15, mais qui ne nous occupe pas aujourd'hui. Les données personnelles que vous collectez dans votre cabinet médical, il y a un principe qu'on appelle de pertinence, de loyauté et de minimisation des données. On ne doit collecter que les données pertinentes et nécessaires au regard des besoins du cabinet médical, de santé de la personne et de la gestion administrative. Toutes les autres utilisations des données personnelles, nous devons considérer qu'elles ne sont pas utiles, ou alors on doit pouvoir vérifier qu'elles soient utiles. Chaque donnée doit avoir une utilité. Sont considérées comme étant pertinentes, justement, les données de coordonnées d'identification du patient. Il faut qu'on puisse savoir son nom, son prénom, son âge, son adresse, les données de contact naturelles. Spécifiquement dans les cabinets médicaux, en étant apte à gérer deux numéros d'identifiant qui sont très protégés par la réglementation, l'identifiant national de santé pour la prise en charge, l'INS, et le numéro de sécurité sociale, y compris à des fins de facturation et de prise en charge des dépenses de santé. C'est bien de l'avoir précisé parce que ça permet justement de lever les quelques doutes qu'on avait sur l'utilisation du numéro de sécurité sociale. On peut être amené à demander aussi la situation familiale, la situation professionnelle, notamment parler des conditions de travail. Est-ce que le travail aussi est stressant? Est-ce qu'on a des postures qui peuvent influer sur la santé? Des critères de santé, par définition, puisqu'on est dans un cabinet médical, donc la taille, le poids, les antécédents médicaux, tous les éléments qui permettent de caractériser la santé du patient. De même, on considérera que les habitudes de vie, en fonction du contexte, qui sont collectées avec l'accord du patient, c'est-à-dire pas auprès de la famille, pas auprès de proches et pas par voie indirecte, tous ces éléments qui sont nécessaires au diagnostic et aux soins du patient, comme la dépendance, le régime alimentaire, l'exercice physique et ce genre de choses, ça peut être utilisé dans le cadre des traitements exécutés dans les cabinets médicaux. Également, les traces fonctionnelles et techniques, donc tout ce qui va être issu du système d'information, tout ce que vous saisissez, etc., on va pouvoir le traiter. Ça va notamment servir à s'assurer qu'il n'y a pas d'utilisation non voulue des données, d'intrusion sur le système d'information et ce genre de choses. Un petit plus là-dessus, il faut penser régulièrement à mettre à jour les données que vous collectez. Il vaut mieux directement mettre à jour la fiche de votre patient quand il vous annonce qu'il a divorcé, qu'il a déménagé ou ce genre de choses, de manière à faire en sorte d'avoir le maximum d'informations qui soient cohérents avec ce qui est en vrai. Parce que ça fait partie des droits en fait, des patients d'avoir des éléments le plus à jour possible. Au niveau des destinataires des données, on distingue notamment 5 destinataires des données dans ce référentiel. Ça va être les professionnels de santé, enfin les personnes, les professionnels de santé qui vont concourir à la prévention et aux soins, ce qui va permettre d'assurer la continuité de soins, de bien établir le parcours de soins. Les destinataires des données vont également être les personnes en charge du secrétariat, naturellement dans le respect des dispositions et dans le respect du secret professionnel. Donc dans les actes nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches et de leur mission, il est logique qu'elles aient accès à certaines informations. Par contre, il est quand même fortement conseillé de faire en sorte de bien réduire les informations de santé pour le personnel médical et pour le personnel administratif. L'idée, c'est quand même de bien scinder les deux. Il vaut mieux pas que le personnel administratif ait accès à l'intégralité des données. Les professionnels des organismes d'assurance, c'est le troisième destinataire des données, l'assurance maladie, pour des raisons globalement évidentes. Les assurances, mais les mutuelles également, notamment pour la prise en charge complémentaire à partir du moment où c'est autorisé. Et puis les organismes de recherche,
ainsi que les organismes d'État, l'ARS ou des choses comme ça, qui peuvent être amenés à collecter et à être destinataires des données de votre cabinet médical. Dans les destinataires des données, on peut avoir aussi recours à des prestataires externes. Donc, ça implique tout de même quelques obligations. Par exemple, si vous avez recours à un prestataire de service, il faut vous assurer que les données que vous lui confiez soient protégées par des moyens physiques et logiques. Si vous stockez vos données sur un serveur externe, vous devez vous assurer de la sécurité de ce serveur. Si vous avez recours à un logiciel de gestion des patients, là c'est un peu plus technique. Le prestataire doit être conforme à l'article L 1111-8 du Code de la santé publique. On verra ça un petit peu après. Qu'est-ce que cela implique? De même, si vous avez recours à une plateforme de prise de rendez-vous en ligne, on pense peut-être tous à la même, il va falloir avoir une répartition claire des responsabilités. Donc, qu'est-ce qui est du domaine du responsable de traitement? Le responsable de traitement, c'est le responsable du cabinet. Qu'est-ce qui est de la responsabilité du sous-traitant? Qu'est-ce qui est du domaine de la co-responsabilité? La sous-traitance. Spécifiquement, on va parler de la sous-traitance et justement de l'article 1111-8 du Code de la santé publique. D'abord, il faut bien savoir que le RGPD vous oblige à bien cadrer la sous-traitance, ce qui implique que vous devez avoir un contrat avec les sous-traitants, surtout ceux auxquels vous transférez des données à caractère personnel ou qui ont accès à des données à caractère personnel. Le sous-traitant, il a quelques obligations, notamment de suivre scrupuleusement les instructions que vous lui donnez et de ne pas faire n'importe quoi sur les données à caractère personnel, de bien veiller à ce que son personnel signe des engagements de confidentialité, doit prendre toutes les mesures également techniques et logiques et procédurales pour faire en sorte de protéger les données. Le sous-traitant ne peut pas recruter un autre sous-traitant sans votre accord écrit et préalable. Il doit coopérer avec vous pour respecter les obligations liées à la protection des données. Il doit notamment vous alerter en cas s'il trouve que le traitement est un peu limite en matière de protection des données ou de RGPD. À la fin du traitement, ça doit être prévu par le contrat, le sous-traitant doit supprimer ou mettre à disposition du responsable de traitement les différentes données qu'il a. Il y a de toute façon, on le verra après aussi, des suppressions de données à prévoir, ainsi que des structurations de données, des archivages de données à mettre en place de manière obligatoire. Comme vous, le sous-traitant doit tenir un registre d'activité de traitement et doit vous informer en cas d'incident lié aux données, failles de sécurité, piratage, perte de données, dans les meilleurs délais, de manière à ce que vous, en tant que responsable, vous puissiez entre autres le déclarer à la CNIL dans les 72 heures. Il est important de bien cadrer la sous-traitance et de vous assurer que votre sous-traitant puisse vous donner toutes les informations nécessaires pour démontrer le respect des obligations et pouvoir faire en sorte qu'en cas d'audit, alors soit de votre part sur le prestataire, soit un audit externe vous concernant, notamment, je pensais surtout à un contrôle de la CNIL, vous puissiez avoir les documents nécessaires pour prouver que le sous-traitant il a mis en œuvre tout ce qu'il fallait pour protéger les données à caractère personnel. Je vous parlais tout à l'heure de l'hébergement des données de santé, donc c'est régi par l'article L 1111-8 du Code de la santé publique, donc qui s'applique pour les données recueillies pour les actions de prévention diagnostique dans tout ce qui est santé, soins, social et médico-social. Les personnes dans ce cadre-là doivent être informées des traitements et ne pas avoir fait opposition au traitement pour un motif légitime. La prestation d'hébergement de données de santé doit faire l'objet d'un contrat, comme pour les prestataires. Là, c'est un autre article de loi qui vient entériner le fait qu'on ait besoin d'un contrat pour traiter des données à caractère héberger à l'extérieur des données à caractère personnel
qui contiennent des données de santé. L'hébergeur doit également avoir un certificat accrédité par le ministère de la Santé ou une instance nationale d'accréditation d'un autre État. Donc ça peut être international tant que c'est dans l'Union européenne et accrédité par un ministère de la Santé allemand ou belge, ça peut rentrer en considération. L'hébergeur en tant que tel, type OVH ou autre, doit également être agréé à pouvoir héberger des données de santé. Et la nature des prestations d'hébergement est encadrée par un décret du Conseil d'État. L'accès aux données s'effectue selon les différentes modalités qui ont été fixées entre les différentes parties. Les hébergeurs, naturellement, ne peuvent pas utiliser les données à d'autres fins qu'à l'exécution de ce que vous leur avez confié. Pareil, la cession des données est totalement interdite. Il est de toute façon totalement interdit de vendre des données de santé. Lorsque, à la fin de l'hébergement, lorsque le contrat d'hébergement prend fin, il y a une restitution et il y a une destruction des données. Les hébergeurs de données de santé sont astreints au secret professionnel et peuvent être contrôlés par l'inspection générale des affaires sociales. Tout à l'heure, je vous parlais également des durées de conservation. Alors concernant les durées de conservation, je vais aller assez vite, pour la simple raison, c'est que la CNIL a sorti des guides, donc je vais vous les mettre en lien, sur justement l'archivage, comment archiver de manière sécurisée, comment limiter la conservation des données, donc avoir quelques référentiels qui existent sur savoir quelle durée faut-il appliquer à l'archivage et à la destruction des données. L'article 132 du RGPD est assez clair. Il faut bien considérer qu'une donnée a une date de début, une date de fin. Il y a une date de conservation, une durée de conservation entre les deux, mais à la fin, aucune donnée ne doit être stockée ad vitam aeternam, mais ça c'était déjà le cas avant le RGPD pour les données de santé. L'information pour le droit et les personnes. Donc, vous traitez des données à caractère personnel, même si vous êtes dans un cabinet médical, les personnes doivent pouvoir exercer leurs droits et faire valoir leurs droits. De fait, je vous conseille de mettre une notice d'information disponible dans votre cabinet ou sur demande éventuellement de l'afficher. Avoir un guide pratique qui permette de communiquer aux différentes personnes concernées par vos traitements quelles sont les actions réalisées et quels sont les moyens pour eux de faire valoir leurs droits. Là, vous avez la liste des informations à fournir dans ce petit guide, donc dire qui vous êtes, l'identité du responsable de traitement, les finalités, on les a vues tout à l'heure, les catégories de destinataires, on les a vues tout à l'heure, préciser le caractère obligatoire et facultatif, ou en tout cas quel serait l'impact du fait de ne pas donner l'intégralité des informations utiles, les différentes durées de conservation, est-ce qu'il existe un transfert en dehors de l'Union européenne et comment c'est encadré. C'est surtout un principe là qu'il faut regarder avec vos prestataires. Les fondements légaux du traitement, je vous rappelle l'obligation légale ainsi que l'intérêt légitime. Le droit de réclamation auprès de l'autorité de contrôle, on doit pouvoir dire aux différentes personnes concernées que s'il y a un souci, si ils n'ont pas confiance dans les traitements, ils peuvent se retourner vers la CNIL pour faire en sorte que vous ayez qu'il y ait une vérification et que leurs droits soient respectés. On doit leur parler de leurs droits, quels sont les différents droits, on va les voir après. Les différentes mesures, s'il existe, de profilage automatique, c'est pour l'instant assez rare, donc on va passer assez vite dessus. Les coordonnées du délégué à la protection des données. Alors le délégué à la protection des données, on le verra après, c'est la personne qui est en charge d'appliquer le RGPD dans votre structure. Il ne va pas être nécessairement obligatoire, on verra dans quelles conditions. Néanmoins, il faut quand même qu'il y ait un contact dans le cas où une personne souhaite vous interroger sur ses droits. Et si une personne veut savoir quelles sont les données à caractère personnel que vous avez dans votre logiciel de gestion, il doit être capable, par le petit document que vous lui avez transmis ou qui peut avoir à disposition de votre cabinet, de savoir quelle est la démarche, quelles sont les adresses mail, les téléphones, les adresses postales ou les personnes à contacter pour réaliser cette demande. Et enfin, l'origine et les catégories de données,
c'est principalement si on a affaire à de l'échange de données vis-à-vis de l'extérieur. Le droit des personnes, je vous rappelle donc différents droits. Une personne doit pouvoir s'opposer au traitement de ces données. Elle doit avoir également accès à leur dossier patient, ainsi qu'à toutes les informations les concernant, c'est-à-dire que aussi les données de gestion, par exemple. Elle a un droit de rectification, la personne a un droit de rectification des données. Ça veut dire que les personnes doivent pouvoir faire en sorte de rectifier les données et vous devez prendre en considération cette rectification dès que possible. Le droit à l'effacement et le droit à la limitation du traitement. Ça, c'est si, par exemple, vous connaissez un problème de sécurité dans le système d'information qui fait que les données à caractère personnel ne semblent pas bien protégées pour la personne, elle peut demander, par exemple, le gel temporaire du traitement, le temps que le problème soit résolu. La sécurité des données, donc, c'est aux professionnels de santé de prendre toutes les précautions utiles au regard des risques présentés par son traitement. Donc il doit sensibiliser les utilisateurs, les authentifier et gérer les habilitations. Donc en fait, votre utilisateur, il doit avoir un accès spécifique à son métier. On n'aura pas l'accès aux mêmes informations de la part pour une secrétaire et pour un médecin. On doit pouvoir s'assurer que ce soit la bonne personne qui soit derrière l'écran d'ordinateur. Donc si c'est un médecin, il doit se connecter avec un compte spécifique de lui en tant que médecin, et ces identifiants, il ne doit pas les donner à quelqu'un d'autre. Et sensibiliser régulièrement les utilisateurs, parce que naturellement il y a de la sécurité informatique, mais il y a également de la sécurité des dossiers papier, par exemple. Donc avoir une politique de clean desk, ne pas laisser traîner des dossiers, avoir des dossiers qui soient bien rangés, des armoires fermées à clé, avoir une salle de serveur aussi qui soit sécurisée, ça fait partie des choses sur lesquelles il faut être vigilant. D'accord? Et régulièrement, on regardera si les utilisateurs sont sensibilisés à la question. Également, on veillera à sécuriser les postes de travail, donc faire en sorte d'avoir des blocages. Quand il est inactif, faire en sorte que l'écran se mette assez vite sur veille, mais également faire en sorte qu'on ne puisse pas voler les ordinateurs et regarder tranquillement à la maison ce qu'il y a sur le disque dur, ce qui implique de protéger physiquement les ordinateurs, de les cadenasser par exemple, ou de crypter les disques durs de l'ordinateur. On va protéger le réseau informatique en interne, déjà une clé dans la salle serveur, mais également tout ce qui va permettre de protéger les serveurs, les sites web des firewalls et un antivirus, une sorte de monitoring pour savoir s'il n'y a pas une perte de données ou ce genre de choses. Il faut également, dès le départ, prévoir la continuité d'activité, c'est-à-dire faire en sorte qu'en cas de crash, par exemple, du serveur, on puisse retrouver dans un délai raisonnable et acceptable les données des patients qui sont sur le système d'information. Le pire serait d'avoir tout perdu, d'avoir perdu tout l'historique des patients sans avoir aucune continuité d'activité. Et ensuite, on va parler d'archivage aussi sécurisé. L'idée, c'est de faire en sorte que les dossiers papier soient broyés avant d'être détruits, par exemple, mais également que tout le monde ne puisse pas accéder aux dossiers archives. Donc avoir des niveaux d'accès aux archives qui soient limités à différents professionnels identifiés. On va encadrer de fait la maintenance et la destruction des données, la gestion de la sous-traitance, j'en ai parlé tout à l'heure, protéger les locaux, la nuit comme le jour, pouvoir savoir qui s'est faufilé dans le bureau pour voler, non pas des médicaments, mais des dossiers. Je vous rappelle, voler des dossiers médicaux ou voler des données de santé, ça se revend, ça a une valeur marchande sur le dark web. Donc c'est quand même assez intéressant pour certaines personnes. On va encadrer les développements informatiques, faire en sorte qu'ils soient réalisés de la bonne manière et de manière sécurisée pour justement éviter les piratages. L'idée aussi, c'est de mettre en place un système de chiffrage, donc faire en sorte qu'on ne puisse accéder aux données qu'après s'être
authentifié, que si on ne s'est pas authentifié, on récupère des données qui sont totalement illisibles ou qui seront lisibles après être passées par un programme informatique très très longtemps, dans très très longtemps. Derrière ça, il y a aussi la nécessité d'évaluer le niveau de sécurité de données personnelles dans votre organisme. Donc faire une petite cartographie en disant est-ce que je suis exposé à tel ou tel risque. Là-dessus, les normes ISO 27000 sont très utiles. Est-ce que je suis exposé à tel ou tel risque? Est-ce que c'est un risque que je prends? Est-ce que c'est un risque que je couvre? Etc. etc. En dernier lieu, donc le RGPD, je vous l'ai dit au départ, va parler de l'analyse d'impact et de la mise en œuvre d'un délégué à la protection des données. Donc l'analyse d'impact, je vous en ai dit déjà quelques petits mots. L'idée d'une analyse d'impact, c'est de bâtir un traitement de données qui soit respectueux de la vie privée et des données à caractère personnel des personnes. Apprécier l'impact sur la vie privée de tel traitement sur ce qu'il va pouvoir en faire et de démontrer que on a développé des traitements qui sont conformes avec les principes fondamentaux du règlement. Donc on va avoir dans cette analyse d'impact une description du traitement, mais ça on peut reprendre la description du traitement qui a été réalisée dans le registre de traitement, une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité du traitement, et une appréciation des risques sur les droits et libertés des personnes concernées. Donc deux choses vont constituer cette analyse d'impact. D'une part, l'évaluation juridique, qui est parler de la nécessité et de la proportionnalité sur la finalité. Est-ce qu'on est sur une finalité qui est acceptable? Est-ce que les durées de conservation sont bonnes? Est-ce que les personnes sont informées? Est-ce qu'elles peuvent faire valoir leurs droits, etc., etc. Et ensuite, on va rentrer spécifiquement dans une analyse de risque, où on va regarder si, en cas de accès non autorisé, modification et disparition des données, sur ces trois risques-là, quels sont les impacts sur la personne concernée, pas sur votre structure, vraiment sur la personne, et de fait pouvoir déterminer derrière les mesures techniques qui vont permettre de protéger suffisamment les personnes. Ces analyses d'impact, vous allez me dire que vous allez peut-être avoir un système d'information qui est externalisé. Il faut regarder avec votre prestataire ce qu'il peut vous fournir pour pouvoir dire que les analyses d'impact soient résolues, soient réalisées, soit qu'ils puissent vous aider à les réaliser, soit ce genre de choses. Je vous rappelle, je vous mets dans le lien en dessous les analyses d'impact obligatoires. Le délégué à la protection des données, c'est donc le délégué à la protection des données, c'est la personne qui va être en charge de faire respecter la protection des données. Elle est généralement déclarée à la CNIL, parce que la CNIL va se rapprocher d'elle si jamais elle envisage un contrôle. C'est pas le délégué à la protection des données qui va être responsable des données, mais c'est bien le responsable de traitement qui au final sera responsable de la protection des données à caractère personnel. La loi précise que le DPO va être nécessaire dans différents cas, notamment le suivi régulier à grande échelle des personnes concernées et dans les traitements à grande échelle des personnes dites sensibles. C'est dans ce point-là, si vous voulez, qu'on avait un souci d'appréciation du RGPD parce qu'on ne savait pas à partir de quand on considérait qu'il y avait une grande échelle. Le référentiel répond à la question, considère qu'il y a une grande échelle à partir du moment où il y a 10 000 patients qui sont enregistrés ou qui fréquentent en fait le cabinet médical. Lorsqu'on atteint les 10 000 patients, on a besoin d'une analyse d'impact et on a besoin de pouvoir nommer un délégué à la protection des données, un DPO, un DPO, Data Protection Officer. C'est l'équivalent en anglais. Ce qui me fait dire que à partir du moment où un médecin a en moyenne 864 patients, si je ne dans les derniers chiffres que j'avais, on est sur des cabinets médicaux qui vont concerner plus de 10 professionnels. Donc l'analyse d'impact, et dans ces cas-là, LDPO, c'est pour les cabinets médicaux de plus de 10 professionnels. Ça peut peut-être amener à évoluer, je pense, plus qu'à l'analyse d'impact, mais au moins on a une idée de ce qu'il faut faire. Alors ça ne veut pas dire que vous ne devez pas être conforme au RGPD, ça veut dire que lorsque vous n'atteignez pas le seuil, les analyses d'impact et la nomination d'un délégué à la protection des données ne sont pas
obligatoire. L'analyse d'impact n'est pas obligatoire parce qu'elle va être protégée par le secret médical. Voilà, j'en ai terminé. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à réagir sur ces différents contacts. N'hésitez pas à me poser des questions en direct ou en dessous par la voie de YouTube, hein, puisque je poste la vidéo sur YouTube, dans la zone de commentaires. N'hésitez pas à me consulter, n'hésitez pas à me demander. Ce fut un plaisir de faire cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura été utile. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne matinée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette capsule. Ciao, ciao.